Oui. On parle segmentation, rentrons un peu dans le détail. Segmentation, signe de qualité, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Moi, en tant que journaliste, et puis Daniel est devant moi, donc on a parlé avec lui souvent de l'exemple de la Pink Lady. Là, il y a Juliette, c'est une belle histoire, hein, issue de Purdue University dans l'Indiana, une pomme bio extraordinaire qui résiste même à la tavelure, donc qui répond aussi comment c'est la technique, aux réductions des produits phyto. Alors, il y a quand même des choses qui marchent. Hein. Oui, mais heureusement, hein, faut être nature positive, moi, donc heureusement. Mais ça fonctionne, donc heureusement que les professionnels recherchent et ne restent pas statiques. On le voit, ce matin, il y a certaines variétés. Moi-même, j'ai de l'Ariane chez moi et j'ai quand même depuis de nombreuses années expérimenté un certain nombre de variétés qui ne fonctionnent pas toujours parce que derrière, le consommateur ne suit pas pour diverses raisons, parce qu'il faut tellement de paramètres pour que ce soit consommé. Et on l'évoquait, mon père était producteur du poire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en cultive plus en France, malheureusement. Enfin, ça redémarre. Mais pourquoi la poire qu'on ne fonctionnait pas? Parce que derrière la poire, c'était hyper compliqué pour l'avoir à point et affiné. Et dans les magasins, elles sont tachées noires, le consommateur ne voulait pas la prendre. Ça tâche, les enfants s'en mettent partout. Donc on a complètement abandonné ça. Là aussi, j'interpelle madame, effectivement, de famille rurale, des consommateurs à un moment donné. Enfin, on a besoin des consommateurs pour nous. Voilà, enfin, valoriser quelque part un produit, c'est à un moment de le mettre en avant. Et tant mieux si la poire redevient française. Enfin, moi, je suis de l'Anjou, donc effectivement, la poire d'Angers. Je parle pour ma... Enfin, c'est vrai, il y a beaucoup de chercheurs qui remettaient ça en avant. Et c'est dommage parce que c'est parti en Italie, c'est parti aux Pays-Bas, et on consomme de la conférence verte comme chou. Et aujourd'hui, nos enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est de la poire verte. Ils savent plus vraiment consommer une poire mûre à point. Voilà. Et tu parlais de la segmentation, parce que c'était un peu des sujets. Pourquoi on ne segmente pas? Parce que c'est comme le reste, c'est la galère. Pourquoi il n'y a que 4% aujourd'hui de produits qui sont segmentés dans notre domaine en fruits et légumes? Sous signe de qualité. Sous signe de qualité, c'est parce que... IGP, AOP, label rouge. Et si on met, il n'y a que 4% aujourd'hui, si vous rajoutez le bio, on est à 12%, parce que c'est le parcours du combattant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé. Le kiwi de la Dour n'est pas encore... Si, hier. J'ai fait. Bon. Et François pourrait nous dire le temps, ça ne consomme même pas un mois, c'est en année pour finir par... Voilà, 7 ans pour finir par se faire reconnaître. Il y a de quoi, effectivement, désespérer tous les producteurs qui s'engagent dans ces domaines-là. Puis, en plus, la barrière, effectivement... Après, de maintenir le cap, ce qui n'est pas simple non plus, une fois que vous avez la reconnaissance, et financièrement, ça coûte cher aux producteurs. Donc tout ça, ce qui fait qu'on n'y est pas. Et nous, on a relevé le gant parce que ça fait partie, là aussi, des GGA, où on nous a poussé le challenge, on dit, nous, on veut bien. Je pense que ça peut être un des moyens de convaincre le consommateur d'avoir un produit, et sans dévoiler tout ce qu'on mettra demain dans les GGA au niveau de notre filière. Je pense que ça fait un des challenges qu'on peut dire, on peut doubler aujourd'hui ces signes de qualité, parce que c'est vraiment, ça rassure le consommateur, ça le rassure, parce que là je pense qu'il y a une traçabilité, en plus qu'il faut 7 ans pour l'obtenir, je pense c'est galéré, c'est quelque chose qui est écrit dans le marbre, on peut effectivement peut-être doubler, et là nous on va le faire, parce que je vois avec lui et mon équipe, on va sûrement mettre, comme on l'a fait pour le bio d'ailleurs, un groupe un peu technique spécifique sur le bio, parce qu'on n'est pas du tout... il y a longtemps qu'on y travaille, peut-être un groupe spécifique sur ces éléments justement de segmentation. Je pense qu'il y a une véritable valorisation au niveau des produits à faire. Et là, c'est pareil, il va falloir s'y atteler au quotidien et pousser et faire du lobbying un peu partout pour que... Voilà. Mais nous, je pense qu'on pourrait doubler ces signes de qualité, effectivement, qui sont pertinents et reconnus par le consommateur. Donc, c'est un véritable chantier, ça. Il faut vraiment s'y donner, quoi. Et comme disait ma voisine, aussi, il faut que ces fruits aient du goût. Ils en ont tous. Il y a 70 millions de consommateurs et je ne sais pas combien de milliards dans le monde. Enfin, moi, j'exporte, c'est comme Daniel, comme d'autres, mes fruits au bout du monde. M'apporte que la pomme que j'exporte, elle est consommée en France et les goûts ne sont pas les mêmes, en Asie ou ailleurs. On vient d'ouvrir un chantier, Daniel est avec moi au Vietnam, là, heureusement pour nous, on exporte de la pomme maintenant même au Vietnam. C'est tant mieux, les goûts sont différents. Eux, ils les cultivent plutôt en légumes qu'en fruits, c'est leur pratique, tant mieux. Et ils préfèrent consommer de la pomme française aussi parce que justement, elle a une traçabilité irréprochable et on vend bien à l'autre bout du monde, je le dis de temps en temps, ce qu'on n'arrive pas à vendre de temps en temps chez nous en France. Bon, c'est quand même un peu vexant, mais tant mieux. Heureusement que les exportations existent, mais c'est ça, c'est cette reconnaissance-là. Et juste pour conclure, que moi, ce que j'attends des GGA, c'est vraiment de retrouver une confiance du consommateur avec son agriculture par l'alimentation. C'est ça. Si rien que les GGA arrivent à faire ça, on aura quand même, on n'aura pas perdu notre temps, quoi, parce qu'on a quand même mobilisé des professionnels depuis des mois et des mois. J'espère qu'on ne nous fera pas le coup comme il y a quelques années, où malheureusement on nous a interpellés et on n'a pas tenu compte vraiment de la réalité de nos entreprises
Et juste pour terminer par mon slogan qu'on aime bien parce qu'on l'a mis, que cette transition effectivement demandée, que ce soit une transition écologique, soit suivie d'une transition économique. C'est ça le challenge aussi. C'est qu'à un moment donné, demander aux agriculteurs d'aller vers plus de qualité, vers plus pour assurer le consommateur, eh bien qu'on nous accompagne. C'est quelque chose quand même qui est aujourd'hui pertinent. Et si l'État, on l'a fait nous avec notre engagement à l'époque au niveau du Conseil économique et social, que le candidat Macron d'ailleurs a signé lorsqu'il était que candidat au sein de l'agriculture, et on lui a dit voilà, nous on est prêt à la filière, on est prêt à s'engager, on est des hommes et des femmes sérieux dans nos métiers, dans les fruits et légumes, on s'engage à aller sur tel axe, on va le faire. Mais effectivement derrière, on a besoin, les engagements économiques, ils ne tiennent pas s'il n'y a pas d'engagement politique. Et c'est ça ce qu'on demande avec les EGA, c'est que les engagements politiques ils soient tenus. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un tournant. Et si ceux qui se disent en marche aujourd'hui, ils ne le font pas, eh bien, ils vont la louper la marche. C'est un autre slogan. Bon. Tu parlais des EGA. L'Interfel, c'est une interpro qui représente 14 familles professionnelles, peut-être l'une des mieux organisées du secteur agricole. Là, d'ici le 10 décembre, donc dans une dizaine de jours, vous devez remettre un plan de filière au ministre de l'Agriculture. Vous êtes prêt pour rendre la copie ? On y travaille. 14 familles, c'est hyper compliqué parce que je pense que moi je lis souvent depuis quelques années, je remercie d'ailleurs tous mes collègues, quels qu'ils soient, des différentes filières et des acteurs et des produits, puisque c'est pas très simple. Là aussi, on nous a pris un petit peu comme des acteurs où on nous a souvent cité, et le président l'a fait à Rungis, parce qu'une filière un peu exemplaire, il y a quand même beaucoup moins de turbulences depuis quelques années, heureusement, dans notre filière, puisque les acteurs de l'amont et de l'aval arrivent à avoir un consensus entre eux. Et l'interprofession, son rôle, c'est quand même d'avoir des accords interprofessionnels. Et je dis, c'est vrai, pour des politiques, c'est du pain béni. Vous avez, enfin, entre guillemets, je vais faire court, mais des chiens et chats qui arrivent à s'entendre pour arriver à un objectif commun. Et je pense que c'est ça ce qu'on a réussi à réaliser, au-delà de nos métiers. C'est de faire consommer des fruits et légumes frais de France si possible, même si on a des importateurs, et je pense qu'ils le suivent, ils nous suivent dans cette démarche. Voilà, c'est ça le challenge. C'est à un moment donné une interprofession. Alors c'est vrai qu'ils sont obnubilés par des interprofessions aujourd'hui très courtes et qui n'arrivent pas à s'entendre. Ils se disent, bah, là ils sont 14, ils y arrivent, donc ils doivent avoir une bonne recette. Donc, mais c'est quand même la volonté des acteurs, au-delà de leurs intérêts propres, à un moment donné de dire, voilà, on a un objectif. De toute façon, s'il n'y a plus de producteurs, je pense qu'il n'y aura plus de distributeurs, et s'il n'y a plus de distributeurs, il n'y aura plus de producteurs. Donc on est quand même tenus ensemble à avoir ce lien commun. Et c'est ça qui fait notre force, je pense, dans l'interprofession. D'autres ne l'ont pas compris. On n'est pas par là pour parler d'autres filières, qui ont, à un moment donné, on tourne en rond. Enfin, si les acteurs eux-mêmes, dont dépend la synergie de leur métier et de l'économie de leur avenir, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, qu'ils n'arrivent pas non plus demander au pouvoir public de régler leurs problèmes. Enfin, je pense que c'est ça le message. C'est-à-dire que nous, on est prêts à le régler entre nous, parce que je pense qu'on peut trouver des phases, effectivement, même si c'est tous les jours, et c'est pas mon directeur général qui dira le contraire, on mouille la chemise, parce que c'est pas simple avec 14 familles, mais on y arrive, avec des hommes et des femmes de bonne volonté. Je pense qu'on peut arriver à faire des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens laissent un petit peu leurs revendications très propres à leur propre famille. Alors je dirais, parce que là, il y a des représentants, à Bruxelles, c'est un peu effectivement ce qui se fait au quotidien, même si on ne fait pas toujours des ententes morales chez nous, ça fonctionne. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire, et faire convaincre qu'à un moment, dans toute l'agriculture, on peut, au niveau des acteurs, quels qu'ils soient, si on a un objectif qui est clair, du coup, on peut arriver. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus, parce que pour l'instant, on y travaille, et on ne dévoilera pas forcément aujourd'hui tout ce qui est effectivement mis dans nos plans de filière. Mais je pense que, comme il y a pas mal de journalistes dans la salle, il y aura d'autres questions à ce sujet. Parce que je suis un homme assez pragmatique, parce que hier soir, effectivement, on avait une réunion avec tous les autres interpros, parce que là aussi, je pense qu'on oublie un peu, on n'est pas un électron libre, il y a beaucoup d'interpros qui existent en France, mais au moins c'est le compagnon sur rue, on s'est rassemblés hier soir pour être relativement discret, justement, parce que c'est un véritable travail et qui a besoin de discrétion. Et donc je l'ai dit, parce que c'est pas la peine de poser des questions là-dessus, on ne répondra pas aujourd'hui sur le plan de filière. C'est un débat très ouvert, c'est une table carrée, c'est plus une table ronde. François Lafitte, qui est à la droite de Jacques Loyot. Nous, on s'est connus en 2009 à propos justement des plans de campagne, et puis on parlait de rétroactivité de certaines aides. C'était au plein cœur du mois d'août, et Bruno Le Maire était ministre de l'Agriculture. Est-ce que, et depuis, la filière des fruits et légumes française a perdu des parts de marché, est-ce que
face à cette concurrence étrangère, notamment allemande, néerlandaise, espagnole, est-ce que la filière des fruits et légumes a encore un avenir? Alors, si j'écoute un peu Bruno, je me dis, 50-50. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, François Laffitte? Oui, vous m'aviez rencontré dans un contexte très différent. Oui, on était sur des sujets d'histoire qui étaient des problèmes de famille. Vous savez, on règle le linge sale après enquête de la Commission européenne où effectivement il fallait résoudre les difficultés d'aide nationale auprès de la profession. Et c'était un sujet latent, mais qui était latent par rapport au fait que s'il y a eu des pertes de parts de marché, ou du moins des pertes de producteurs, parce que là, moi je suis un agriculteur, j'ai mis la cravate parce que je m'occupe aussi d'autre chose, alors c'est la différence avec Daniel. Et nous avions, producteurs, à subir des conséquences des décisions politiques très fortes. Et quand le gouvernement français soutient l'idée que l'Espagne doit rentrer dans l'Union européenne parce que c'est normal et c'est vital pour le développement de l'Espagne, c'était sûrement une bonne décision politique. Et par contre, on a laissé le soin aux acteurs économiques de se démerder avec la décision politique. C'est-à-dire, vous prenez la concurrence en plein dans la gueule et on vous dit faites comme vous pouvez. Voilà, c'est un peu ça la décision européenne aussi, enfin la décision des membres de l'Union européenne de l'époque. Et forcément, quand un grand pays comme l'Espagne arrive, et vous connaissez la qualité des entrepreneurs espagnols, vous savez que quand vous leur donnez un peu d'argent et un peu de liberté, vous avez là des grands champions de la production, des grands champions de l'entreprise, et donc un concurrent très sévère, très sérieux, qui au demeurant aujourd'hui, l'Espagne est le premier pays producteur de fruits et légumes en Europe. Les producteurs français en ont pris plein sur la tête. Vous savez, des petits coups de marteau tous les matins sur la tête et le nombre de distributeurs qui vous expliquaient que les produits espagnols étaient nettement meilleurs et beaucoup moins chers. Et donc on a perdu un quart de la production française, la moitié des agriculteurs qui ont changé de métier, qui sont partis. Ou du moins, s'ils ont pris la retraite, les jeunes ne sont pas restés. Ils sont partis à Paris, ils sont partis ailleurs. Et donc notre monde agricole est passé, au moins dans la partie globale de son entité, de plus d'1 million et quelques à juste 300 000 entrepreneurs aujourd'hui agricoles, de réels entrepreneurs qui n'ont pas d'autre double activité, si j'ose dire, entre guillemets. Donc si vous voulez, l'évolution de décisions politiques fortes qui sont pour des raisons stratégiques, politiques, font que les acteurs économiques qui sont dedans, c'est quand même eux qui ont mangé la soupe. Et si j'ose dire, pas que la soupe. Ça a été dur à digérer et il a fallu à un moment donné que les États membres aident à fluidifier les relations tendues qui existaient sur le terrain. Et donc les fameux plans de campagne étaient faits pour fluidifier une situation sociale très dure. Et malheureusement, l'État français avait oublié de le notifier à Bruxelles. Bon, ça c'était une erreur de fonctionnaires qui avaient oublié que Bruxelles existait, n'était pas très loin. Si vous avez notifié que la France payait des restrictions à l'exportation de pommes françaises sur l'Allemagne, je ne suis pas sûr. On sort un peu du débat là. Voilà, on sort du débat. On est en 2017. Donc voilà, c'était une et on regarde vers l'avenir. C'est involontaire. Maintenant, ce que je reconnais dans cette période très dure, sur le plan politique et sur le plan professionnel, puisque ces années charnières qui ont été à la fois l'élargissement de l'Union européenne qui a généré de la concurrence supplémentaire, notamment des pays du Sud, mais aussi la Pologne par exemple, qui en pommes est un grand producteur de pommes et de fraises, sont des pays qui ont aussi la volonté d'exister. On respecte d'ailleurs leur choix qui est de celui d'exister. Et nous sommes, nous, acteurs économiques, forcément le bateau sur une mer agitée qui essaye de tenir son cap, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Là où je reconnais la qualité de l'Union européenne, c'est qu'elle a quand même contribué dans le secteur des fruits et légumes à désamorcer une crise qui était latente et douloureuse au demeurant, d'entretenir une aide au retrait, une aide à l'export qui n'entretenait que les gens qui ne faisaient pas d'efforts. Et là où la Commission a été vertueuse, c'est qu'elle a décidé de changer de paradigme et de dire, bon, on va arrêter de soutenir ceux qui ne font pas d'efforts, on va essayer de soutenir ceux qui font des efforts. Et cette réforme, 20 ans après, et pour avoir été certains d'entre nous contributeurs à cet effort, puisqu'il y a 20 ans, j'étais un président de comité régional où on devait expliquer à tous les agriculteurs qu'ils devaient arrêter de demander des aides, mais qui devait commencer à réfléchir comment on écoute le consommateur et comment on écoute son client pour faire le produit qui est demandé.
on a eu là un choc intellectuel, un choc un peu, je dirais, psychologique, qui a amené forcément des producteurs à devoir abandonner des groupements de producteurs, qui étaient des grandes structures à 800, 1000 adhérents, mais uniquement pour aller chercher des aides au demeurant, pour aller vers des structurations beaucoup plus modestes, mais qui avaient un objectif, c'est de coller à la demande du marché, à la demande du consommateur. Et donc on est rentré dans un cercle vertueux qui a été celui de réfléchir autrement. Et on doit remercier certainement la Commission européenne de nous avoir débranchés de l'assistanat et de l'assistance que parfois les pouvoirs publics avaient tendance à vouloir nous entretenir. Et nous sommes devenus des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui avons réfléchi autrement en disant, bon, que veut le consommateur et que veut notre client ? Cherchons à construire une logique positive et produisons ce qui est possible d'être vendu. Et c'est comme ça que cette révolution s'est faite et qu'en 20 ans aujourd'hui, on a constitué des noyaux durs que sont les organisations de producteurs qui ont une structuration très positive parce que chaque agriculteur, homme ou femme d'ailleurs, est quelqu'un qui travaille chez lui sur un terrain dont l'accès à la terre est très contrôlé par certaines structures administratives. L'accès à l'eau est très contrôlé par des structures administratives. Vous savez que la police de l'eau veut qu'il faut déclarer toutes les consommations d'eau. L'eau aujourd'hui est devenue un véhicule fiscal également. Et donc l'agriculteur est un entrepreneur qui produit des fruits et légumes pour vendre ses produits vers un consommateur, vers un marché qui est plus ou moins éloigné. Il y a la vente directe, c'est le plus près. Il y a la vente chez soi, c'est encore beaucoup plus près. Mais il y a également la vente régionale, voire l'organisation nécessaire pour organiser des camions, organiser la commercialisation des produits, voire aller jusqu'en Chine, Taïwan, Vietnam, l'a dit tout à l'heure Bruno. Ça montre quand même qu'il y a eu une vraie révolution organisationnelle. Et aujourd'hui, 220 organisations de producteurs font à peu près 57% du volume des fruits et légumes frais en France. Et ce sont eux un peu le noyau dur de l'orientation que prend la production française sur la pomme, sur la tomate, sur un certain nombre de produits, je ne vais pas tous les citer. Reste que la libre entreprise existe et que chaque agriculteur a le droit de continuer à vendre individuellement son produit à son voisin et qu'il n'y a aucune obligation et aucune règle particulière sur ces sujets-là. Le point le plus important, c'est un point unique, il faut que ça soit sain et loyal, et que donc les corps d'État contrôlent au travers des règlements que lorsque l'on vend, on le vend des produits qui sont sains, et donc il y a toute une série et des milliers d'analyses, notamment de résidus, qui sont faits pour vérifier qu'il n'y a pas de dérapage sur les traces de pesticides. L'administration contrôle également tout ce qui est la qualité de la transaction, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'il y a bien des normes qui ont été respectées sur les produits pour ne pas non plus créer de difficultés sur les transactions et les achats aux consommateurs. Donc un consommateur, quand il achète dans le magasin, il doit normalement voir le prix et l'origine. C'est-à-dire qu'il sait d'où vient le produit. Donc ça, ce sont des règles qui ont été données par la réglementation, mais il y a aussi des accords interprofessionnels. Les producteurs avec la distribution et les collègues de la distribution s'accordent pour dire, bon, ben, on va dire que pour qu'un fruit soit mûr, il faut qu'il ait au minimum tel taux de sucre et on ne pourra mettre en circulation ce produit que s'il a atteint ce niveau de sucre ou ce diamètre ou ce poids, etc., etc. Vous voyez, il y a un certain nombre de règles dans lesquelles on s'est accordé entre nous et Interfel est effectivement le lieu, le creuset de cette préoccupation professionnelle dans laquelle on construit des logiques positives pour que le consommateur, le client, retrouve une qualité comme elle est demandée. Vous produisez des kiwis, vous avez mis 7 ans pour que ça devienne des kiwis bio. Ça répond aux attentes du marché. Est-ce que c'est si galère que ça, entre guillemets, de passer en bio ? Alors le bio, on a 3 ans, c'est un délai de convention, c'est-à-dire de conversion. Et l'IGP, effectivement, les signes de qualité, les AOP, mes amis, les pommes du Limousin par exemple, ou pommes des Alpes, ont mis des années et des années, je crois que c'était même 8 ou 10 ans, pour obtenir leur AOP, appellation d'origine protégée. L'IGP, c'était un petit peu plus rapide. Non, l'INAO, effectivement, réclame beaucoup de preuves sur la véracité de ce qu'on propose et demande à vérifier et à revérifier ce qui peut être différent par rapport au standard. Parce que c'est vrai que l'INAO se préoccupe parce que s'il y a un sigle officiel
qui est le signe officiel AOP IGP, il faut qu'il y ait derrière une réelle différence, une réelle promesse, mais une réalité de produit. Donc ça demande du temps et on regrette parce qu'en fruits et légumes, on aurait aimé pouvoir aller un peu plus vite puisque on est la filière, certainement, le fruits et légumes, qui sommes très en retard sur l'identification sur les signes de qualité. Le bio aujourd'hui doit être autour de 5-6%. L'IGP, AOP, ça a été dit par Bruno, c'est du 4 maximum, entre 3 et 4. Donc on est très loin des secteurs comme le secteur fromager, qui est quand même beaucoup plus avancé sur les signes de qualité. Et donc on a un gros travail, effectivement, pour rassurer le consommateur. Et là, on tombe dans un problème qui a été celui au-delà de la révolution des producteurs qui se sont réorganisés différemment depuis 20 ans grâce à l'OCM, on tombe sur une difficulté qui est une relation avec la grande distribution. Alors je ne parle pas des fruitiers spécialisés qui, eux, sont souvent protecteurs du travail que l'on fait, parce qu'ils sont aussi des professionnels assez passionnés de leurs produits, de leur métier, mais dans la GMS qui fait 80% de notre chiffre d'affaires quand même, alors je dirais un client qui fait 80%, vous faites attention à lui, le bras de fer est toujours sévère. Et je le dis parce que je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, ce sont des amis, on se connaît. Nous sommes des petites entreprises. Moi, je suis avec mon épouse et nous avons une dizaine de salariés. Je suis président d'une coopérative qui, avec 300 agriculteurs, nous avons essayé d'être un peu plus costauds. Et donc, nous avons une centaine de salariés et une organisation. Et mon directeur discute avec le directeur d'une grande groupe de distribution, et donc c'est un bras de fer, imaginez un peu un coin de table et un bras de fer entre deux, c'est à peu près ça, avec un peu plus de convivialité quand même, hein. Je veux pas en dire trop quand même, mais sur le fond quand même, on a du mal. On a du mal pourquoi? Par exemple, nous avons un signe de qualité intéressant qui s'appelle Kiwi de l'Adour IGP. Ça n'a pas manqué, notre ami Leclerc m'a dit « Ouais, ça m'intéresse ton produit ». Mais on dit, bon, on va te le vendre comme ça, comme on est, avec le nom de notre entreprise. Non, ton nom d'entreprise, tu la sors. Moi, je veux mettre nos produits des régions. Nos régions ont du talent, qui est une marque commerciale appartenant à Leclerc. Et le bras de fer, il n'est pas forcément dans le prix de tous les jours, où là encore on arrive à se comprendre, puisqu'à un moment donné on a besoin de vendre et eux ont besoin d'acheter. Bon. Mais le bras de fer, il est sur ces notions d'image, de communication. Et on perd à chaque fois. Et on a été obligé d'accepter que Leclerc, on fait donc des barquettes de nos produits IGP, mais c'est nos régions du talent qui ressortent. Et le logo sur lequel on s'est battu pendant 8 ans pour l'obtenir, et on l'a heureusement, il est en haut dans le coin. Et la plus-value d'image, en fait, qui c'est qui la récupère? Ah oui, voilà. Et on tombe, voilà le bras de fer. Le vrai bras de fer, il est là, en fait. François, les autres enseignes ont la même politique? Oui, oui, tous. Tous ont des MDD. EQC, mes amis de Carrefour, qui est un grand client pour nous, mais pour beaucoup d'entre nous, ont la même politique. EQC, c'est engagement qualité Carrefour. Donc ils ont les exigences des cahiers des charges de ce qu'on a créé, nos cahiers des charges de l'IGP, par exemple. Et après, il faut que tu mettes l'étiquette EQC. Et toi, tu disparais. Donc ça veut dire que le consommateur, il achète de l'EQC, il sait que ça vient de France, parce que c'est la loi, c'est obligatoire, origine France, mais il ne sait pas que ça vient de chez moi, qui suis du fin fond, du sud-ouest, qui produit ça avec amour et amitié, etc. Voilà. Et en termes de valorisation, est-ce que ça permet justement d'avoir une meilleure marge? On parlait hier de vente à perte. Les états généraux aussi disent il y a un plan de filière, mais ce sera pour le SRP. Donc, est-ce que le bio, ça peut être une solution justement pour avoir une meilleure valorisation comme dans d'autres secteurs agricoles, dans le lait ou la viande? Moi, j'ai une petite expérience. Bon, je fais du bio, à titre personnel, en tant qu'agriculteur. Je fais les deux d'ailleurs. J'ai deux propriétés, une en bio, l'autre pas. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'en fais, donc maintenant j'y vois un peu plus clair. Je suis un peu agnostique. Moi, j'ai besoin de faire pour comprendre. Et ça fait 15 ans que je fais. Dont je suis sûr aujourd'hui, parce que j'ai bien fait le tour, le bio est une bonne idée, c'est une segmentation. Ce n'est pas l'alternative pour nourrir la planète. Voilà, ça au moins j'en suis sûr, ça y est, dans ma tête j'ai fait le tour du problème, et pour moi personnellement, ma philosophie elle est là.
pour des raisons très évidentes. C'est qu'on a fait beaucoup de bio avant que le chimique n'arrive. Hein. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais on a passé des millénaires à faire du bio quand même. Et on a pu voir les famines qui ont pu exister dans des périodes encore récentes. Et je vous rappelle juste au passage le détail du 18e au 19e siècle, lorsque 2 ou 3 millions d'Irlandais sont partis. Tout ça pour des raisons purement sanitaires, et nous étions dans une époque d'agriculture biologique. Donc ça montre que, sur le fond, l'alternative à nourrir une planète demandera toujours de la vigilance de la part des hommes à surveiller les parasites, les risques. Et nous avons l'avantage et la chance d'être dans un monde occidental où il y a trop, et j'ai pu aller dans des pays où il y avait moins et pas assez. Et je vois et je comprends le contexte, où je comprends moins quand même la rumeur organisée par un certain nombre d'ONG à vouloir par outrance aller au-delà de la réalité objective qui existe aujourd'hui. L'alimentation est saine, qu'elle soit bio ou conventionnelle, le fruit et légumes est sain et bon. Donc je n'accepte pas forcément toujours, ou j'accepte mal. Je les ai vus parce que j'étais à l'atelier aussi des EGA, et j'ai vu les représentants de l'agriculture biologique affirmer haut et fort, nous avons su faire, nous avons eu raison, parce que ce que nous faisons est bien meilleur pour la santé. Et je dis non, mon ami, c'est une allégation mensongère. Vous avez, et nous avons, parce que j'en fais partie, la chance de faire de l'agriculture biologique parce que c'est une obligation de moyens, c'est un cahier des charges qui nous oblige à ne pas utiliser d'engrais chimiques, ne pas utiliser de pesticides chimiques. Mais donc c'est une obligation de moyens, mais ce n'est pas une obligation de résultat. Le résultat, il est ce qu'il est. Le fruit et légumes bio, il n'est pas plus sain, ou moins sain d'ailleurs, que le conventionnel. Donc là, je n'adhère plus au discours ambiant qui est sur le bio, parce que malheureusement, nos hommes et femmes politiques, Edgar Faure le disait très justement, quand il s'était fait critiquer, vous savez, il avait changé d'avis sur une position politique dure. Les journalistes étaient venus lui dire, vous êtes comme une girouette, vous avez encore changé d'avis sur le sujet. Et Edgar Faure avait répondu, juste propos, non, écoutez, je crois que vous vous êtes trompé, c'est le vent qui a tourné. Voilà. Et je ne voudrais pas que les ONG, pour des raisons diverses, très diverses d'ailleurs, essayent de faire du vent pour faire tourner les girouettes. Et malheureusement, un certain nombre de politiques ont le virage rapide, je trouve, dans le sens de la girouette et du sens du vent. Donc j'adhère à l'idée qu'il faille évoluer, et que le bio est une segmentation, est une proposition différente, qui d'ailleurs, à mon sens, m'a amené beaucoup et amène à beaucoup d'agriculteurs à progresser. Hein. C'est-à-dire il y a une notion de progrès, parce qu'on a changé un peu de paradigme, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Hein. Le tout phytochimique n'est pas forcément une bonne idée, et que ça a obligé les professionnels qui ont envie d'exister demain à réfléchir autrement. C'est-à-dire de se dire, après tout, l'implication de la nature, comment est-ce qu'on l'organise, et de ce fait, là, je trouve que la filière bio a beaucoup apporté, en fait, à tout le monde, sur l'esprit, sur la manière de réfléchir. Voilà, sur le fond, c'est surtout ça. Et au niveau des objectifs de réduction des phytos, puisqu'on en parle, vous en êtes où par rapport à Eco-Phyto 2 ? Écoutez, la réduction des phytos, comme je le dis, je vous repose la même question, quand vous serez malade, vous me promettez de ne plus manger de médicaments. Vous allez me dire, attendez, si je suis malade, je vais m'en prendre. Bon, ben voilà, la réponse, vous me l'avez donnée. S'il y a une maladie... J'ai rien dit. Je vous ai écouté, je ne savais pas où vous alliez en venir. Je suis dans le paradigme classique. Si je suis attaqué par un agresseur qui est une punaise, une bestiole ou un champignon ou une bactérie, il faut bien que je réagisse pour me protéger. Et donc, je peux promettre d'en faire le moins possible. Mais si je suis attaqué, je suis forcément obligé de me défendre. Donc, il existe... Il y a divers moyens pour se défendre. Il y a du biocontrôle aussi. Qui a été exposé ce matin, oui, dans le fait que c'est une solution qu'on espère développer, mais ça ne peut pas être la solution. C'est une des solutions, oui, tout à fait. Voilà un peu dans l'esprit dans lequel on est. Donc la réduction, non. On dit, nous, ce que l'on dit plutôt, c'est d'essayer d'optimiser l'usage des phytosanitaires en fonction du risque présent. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre en balance nécessité des moyens par rapport à un risque présent. S'il n'y a pas de risque, on n'utilise pas. Par contre, s'il y a un risque, il faut utiliser quelque chose. On ne peut pas rester les bras pendants. Sachez qu'un agriculteur n'est pas un salarié ni un fonctionnaire.
son revenu dépend complètement de son volume de vente. Vous savez que je suis dépendant d'une équation mathématique très simple. R égale V que multiplie P moins C. Voilà. C'est pour climat. Alors, R, c'est mon revenu. Vous savez que si j'ai pas de revenu, je disparais, je n'existe plus, je m'en vais au RSA. Prix volume. Égale volume multiplié par le prix moins les charges. Voilà. Et puis il y a le climat. Et ça, vous pouvez vous le mettre sur le front de tous les agriculteurs. La seule vraie vie, c'est celle-là. Et parce que nous sommes des entreprises et que nous devons équilibrer l'ensemble de cette équation. À ma gauche, merci Monsieur Lafitte. À ma gauche, il y a Jacques Andrieux. Bon, il y a une petite erreur dans la bio de Jacques Andrieux parce que normalement c'est Madame Avelin qui aurait dû venir. Et voilà. Et Madame Avelin qui était directrice de cabinet de Stéphane Le Foll est maintenant directrice générale de France Agrimaire. Voilà. Et donc vous, Monsieur Andrieux, vous êtes chef de mission filière au sein de France Agrimaire. Mais alors que font les pouvoirs publics justement que fait la police que font pour aider ces pauvres producteurs de fruits et légumes? Parce que est-ce qu'il y a une politique proactive justement pour que les fruits et légumes français résistent par rapport à l'invasion de produits qui viendraient hors de France? Quelques mots. Alors, d'une part, c'est beaucoup de prétentions qu'on prête à dire quelles sont les orientations des pouvoirs publics, parce que effectivement, nous sommes des metteurs en œuvre. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'actions que les pouvoirs publics nous donnent à faire. Pour autant, nous ne sommes pas complètement dans l'orientation, et celles-là sont quand même définies à différents niveaux. Et on est à un moment qui est, je crois, extrêmement, à la fois particulier et extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le plan européen, c'était dit largement quand même, on est devant des changements sans doute majeurs, en tout cas des réflexions majeures qui se passent au plan européen sur la mise en œuvre des politiques agricoles européennes. Au niveau national, ce moment des États généraux est quand même, alors je dis a été, mais il est quand même un moment qui est très particulier, avec, dans les deux cas, des entrées qui ne sont pas des entrées filières. Ça a été volontairement, alors, au niveau européen, on le comprend, on attaque la PAC dans son ensemble. Au niveau national, ça a été la volonté de dire les réflexions sont générales. Alors moi, ce que j'engage à regarder, c'est peut-être justement avant les conséquences qu'on verra, qui seront dessinées dans les mois à venir. C'est quand même les débats qui ont été riche et révélateur à un moment donné, ce que la société voit quand on interroge les consommateurs, quand on interroge les ONG, quand on interroge les producteurs, les filières, enfin les entreprises, ce qu'elles voient, ce qu'elles imaginent et les représentations qu'il y a autour de l'agriculture, de l'acte agricole. Et ça, je trouve que c'est quand même révélateur et riche à un moment donné. Alors l'entrée filière, on l'a maintenant, puisque depuis le discours du président de la République, la balle a été donnée pour les filières aux interprofessions pour qu'elles construisent des plans de filières et on va être, et puis au niveau européen de la même manière, on aura à un moment donné à rattraper ce qui se passe sectoriellement par rapport à une PAC très générique. Et ce moment aujourd'hui est quand même extrêmement intéressant sur l'articulation entre ce qui se passe dans une filière, donc là aujourd'hui on va parler des fruits et légumes, et la représentation un peu générale, générique qu'on a de l'agriculture. Alors, moi j'ai envie, enfin je suis peut-être d'un naturel un peu positif ou optimiste, mais pour la filière des fruits et légumes, il a été beaucoup souligné les incohérences qu'on a alors entre un discours au ministère de la Santé, un discours européen, un discours français, un discours affaires sociales, qu'on peut avoir. J'ai beaucoup de chance dans mon poste, c'est de voir les différentes filières. Et je vais vous dire que, certes, le diable est dans les détails et qu'on va, et c'est notre boulot à France Agrimaire que de mettre en œuvre un certain nombre de décisions qui impliquent beaucoup d'acteurs, et tout ça c'est très compliqué. Beaucoup ont travaillé ici sur les fruits à la récré et le savent pertinemment, comme quoi c'est compliqué. Néanmoins, c'est mieux quand on se retrouve sur les fondamentaux quand même. Et les fondamentaux, en ce qui concerne les fruits et légumes, c'est l'objet de la journée, c'est quand même assez général. Ils sont quand même très largement partagés. Les fondamentaux, ils sont là. Et puis au niveau de la consommation, il y a quand même un très large consensus sur la nécessité de consommer plus. Alors après, que ça ne fonctionne peut-être pas, mais quand même, ça va mieux en le disant. Il y a très large consensus sur la nécessité de développer la production, de la maintenir de manière durable. Il y a très large consensus sur la compétitivité des acteurs des filières.
Ces éléments-là sont consensuels et permettent de travailler ensemble, que ce soit au niveau filière, et au niveau filière, avec, je crois, les pouvoirs publics, et là, vous ne trouverez pas de divergence fondamentale. Un tout petit peu de recul, quand même, quand vous êtes sur des secteurs de la viande, des secteurs du sucre, sans parler de la viande de cheval ou de la viande de la vache, c'est plus compliqué, quand même. Pour des gens de se retrouver sur des fondamentaux où tout le monde est assez d'accord, sans compter les filières qui sont complètement dépendantes de l'exportation par rapport à celles qui auto-approvisionnent le marché, c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Donc, voilà, je trouve que ces fondamentaux permettent de travailler. Alors, ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on met en œuvre, nous, c'est directement issu de des priorités de filière qui ont été écrites, formalisées à un moment donné, mais qui existent quand même depuis longtemps. C'est la mise en œuvre de l'OCM qui impacte directement la mise en marché. C'est quand même des montants de 100 millions d'euros. Certes, on peut le trouver trop petit, mais c'est pas tout à fait rien, et je crois que c'était significatif. Et fondamentalement, c'est quand même un des rares cas où il y a aussi, je ne dirais pas un consensus de satisfecit, mais quand même une OCM qui fonctionne, alors qui, de notre point de vue d'organisme payeur, est quand même pas une OCM la plus compliquée, la plus difficile et la plus conflictuelle à mettre en œuvre, et qui, je crois, du point de vue de la filière, amène des vrais résultats. Donc en général, on en parle très peu, nous, dans nos instances, parce que comme ça fonctionne, on n'en parle pas. Est-ce que vous pouvez être de temps en concret temps, sur les résultats, et ces 100 millions, vous les utilisez à quoi? À la promotion? Mais c'est les résultats, c'est ce que mettent en œuvre directement les organisations de producteurs. C'est-à-dire, et c'est là toute l'originalité et ce qui a été largement souligné sur quelque chose qui est... Est-ce que c'est précurseur, pas précurseur, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est que c'est une responsabilisation des organisations de producteurs, et c'est du financement des organisations de producteurs sur la base d'une stratégie nationale qui est quand même très largement co-construite avec la filière. Donc, c'est quand même quelque chose qui... Alors, voilà, Thomas veut le voir comme précurseur de la future PAC. On verra si la future PAC elle fonctionnera avec des fondamentaux comme ça. Mais on est là-dessus. Alors, et les autres mises en œuvre, c'est compétitivité filière. Ça a été quand même ce qui a été fait sur les serres, les investissements dans les serres. Alors là, évidemment, il y a une interrogation sur l'avenir de ce dispositif-là. Sur le PIA, le programme d'investissement d'avenir, également dans la filière et pas que sur l'amont de la filière. Là aussi, il y a eu quand même des financements qui ont été intéressants, qui ont été mis en œuvre. C'est la mise en œuvre des actions de promotion. On travaille maintenant sur la base... Alors, il y a eu des changements de périmètre entre ce qu'on faisait au niveau national et ce qui se fait maintenant au niveau communautaire, mais qui fonctionne. Et là, on a un bel exemple quand même de prise en main de la filière. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on avait quand même des discours comme quoi tout ça ne fonctionnerait jamais, que le niveau communautaire n'arriverait pas à gérer des programmes de financement tels qu'on les a là. Aujourd'hui, la filière fruits et légumes, alors je sais que ça a été beaucoup de sueur pour l'ensemble des acteurs, mais elle se retrouve quand même en grande bénéficiaire, et chapeau bas, messieurs, sur la manière dont vous avez convaincu. Alors d'autant plus que ce n'est pas nous à convaincre maintenant, c'est au niveau communautaire qu'il est nécessaire de convaincre. Moi j'ai peut-être 2 éléments également à souligner en ce qui concerne la spécificité de la filière qui moi me touche beaucoup. C'est que d'une part, la situation est difficile, objectivement difficile, on l'a dit. C'est la consommation, ça a été dit quand même largement là-dessus. Et la situation des producteurs est une situation qui est objectivement pas une situation facile ni large. Il y a des secteurs qui vont mieux que les fruits et légumes. Moi, je retiens une très grande lucidité par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un des secteurs dans lequel, lorsqu'on est appelé, nous, France Agrimaire, à financer des études, des observatoires, à travailler sur les évolutions de consommation, il y a une très grande attente. Donc il y a une très grande lucidité là-dessus. Et le deuxième élément, c'est quand même, pour être positif, c'est des fondamentaux d'attente en matière de consommation qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels c'est plus difficile. Ça va mieux quand on a un consensus quand même avec les autorités sanitaires, avec les consommateurs qui, quand ils s'expriment quand même globalement dans le sens et avec la filière en tant que telle. Avec des modes de consommation qui évoluent, mais qui sont quand même plutôt favorables aux productions végétales. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est beaucoup d'écoute et des nouveaux modes de consommation. Ce qui se passe, c'est quand même beaucoup là en ce moment. Et là, il y a eu des études intéressantes qui sont sorties l'an dernier, alors notamment du ministère de l'Agriculture, auquel on a participé. C'est quand même, on est sur des périodes où la praticité, le bon produit au bon moment, sous la bonne forme, le snacking, les nouvelles formes de consommation sont quand même extrêmes. C'est changeant. C'est changeant aujourd'hui. Et moi, je me trouve face à une filière qui est des plus à l'écoute de ça.
enfin, elle est loin d'être de devoir se reposer sur des choses qui étaient traditionnelles et qui est assez directement là-dessus. Voilà les quelques messages que je pouvais avoir. La fameuse quatrième gamme, le prêt à l'emploi. Le prêt à l'emploi. Les changements sont quand même forts et c'est des vrais changements majeurs de process. Hein, et ils sont surtout anticipés. Alors, je vois que l'heure avance. Puisque les producteurs ne veulent pas parler de ZGA et que vous commenciez à en parler, je vais laisser la parole aux consommateurs. Vous avez siégé, Madame Alombo, dans 3 ateliers, hein, le 10 contre le gaspillage alimentaire, le 9 sur une alimentation saine et le 1 sur la création de valeur. Alors, le 9 était présidé par Dominique Voinet. Hein, et qu'est-ce qu'une alimentation bonne pour la santé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que je crois qu'il y a déjà eu des conclusions de tirer. Alors, les conclusions, elles sont restées dans le groupe, mais je voulais vous relire ce qu'on a appelé une alimentation bonne pour la santé. C'est compliqué à la fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, entre autres le CNA, le Comité national pour l'alimentation. Voilà ce que c'est: une alimentation favorable à la santé, présente un ensemble de propriétés qui confèrent l'aptitude à assurer et préserver le bien-être physique, mental et social du citoyen à court et long terme, en satisfaisant les besoins nutritionnels et les exigences en matière de sécurité sanitaire, participant ainsi à promouvoir, protéger et préserver la santé de la population. Elle résulte d'un engagement responsable de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, agriculteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, du champ à l'assiette. Vous voyez, c'est une définition qui reprend un peu la définition de la santé et du bien-être de l'OMS, hein, qui est bâtie un peu sur le même schéma. Mais bon, on a essayé de travailler. Enfin, c'est le CNA qui nous a proposé ça. On a discuté évidemment en groupe autour de ça. Bon, on a eu quelques petites modifications à la marge, mais on a trouvé que c'était une définition qui était acceptable. Mais sans vous donner évidemment toutes les conclusions, parce que ça va partir au ministère et tout ça, ce qu'il y a dans cet atelier 9 là, on a beaucoup reparlé, je vous dis que certains petits exemples, repartir sur des produits bruts. Moins de produits transformés, repartir, n'est-ce pas, professeur, on était ensemble, hein, repartir sur les produits bruts, réapprendre à cuisiner. Je crois moi je suis dans les associations familiales, hein, il y a des consommateurs qui ne sont peut-être pas dans les associations, mais réapprenons à cuisiner. Il faut absolument qu'on apprenne aux gens à cuisiner de façon simple, hein, simple, avec peu d'ustensiles, mais réapprenez à partir de produits bruts, surtout les fruits et légumes, bien sûr. Faire une soupe, c'est quelqu'un, madame la sénatrice l'a dit ce matin, apprendre à faire une soupe, une salade de fruits, des choses simples, mais bonnes. Je confirme. Oui. Je suis en plein dedans. Je réapprends à cuisiner, à faire de la soupe. Râper les carottes. Voilà. Mais même s'il y a aussi le snacking, hein, bien sûr. Évidemment, quand on n'est que tout seul ou deux dans une famille, acheter un ananas, évidemment, c'est un gros fruit, par exemple. On invite des voisins. Oui. Bon, on invite des voisins. Mais bon, alors évidemment, d'acheter le petit bocal ou l'ananas, je vois dans certaines grandes surfaces, on trouve l'ananas coupé en petits morceaux. Alors on achète la portion dont on a besoin éventuellement. Mais et ça peut aider les familles qui sont avec des petits effectifs ou qui sont pressés de manger ou des choses comme ça, ou quand on va manger le midi. Mais voyez, il faut quand même réapprendre à cuisiner. Et ça, vraiment, ça a été redit, n'est-ce pas, professeur, de façon très... Hein? Vous voulez rajouter quelque chose, professeur? Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu de difficulté dans notre atelier à se mettre d'accord là-dessus. Sur ces valeurs-là, ça a été partagé par l'ensemble des 62 acteurs qui avaient autour de la table. Ce qui devient beaucoup plus complexe, c'est quand on parle de la mise en œuvre, de l'accessibilité à des aliments sains ou à une alimentation saine. Donc là, où peut-être on n'a pas encore les conclusions complètes, mais des chantiers sensibles comme... taxation-subvention, par exemple. Voilà, je n'ai pas voulu évoquer. Élément important, la réglementation du marketing, ou l'information, au travers de l'élargissement, éventuellement l'utilisation du Nutri-Score, qui d'ailleurs pourrait se poser pour les produits bruts. Il pourrait s'appliquer. Alors, oui, initialement, dans la proposition qui était faite par les nutritionnistes, c'était que
les produits bruts étaient concernés. Les fruits et légumes, c'est un moyen de valoriser, puisque la plupart des fruits et légumes sont classés A, c'est-à-dire en vert, la meilleure classe. Or, l'arrêté qui a été pris ne vise que les produits préemballés pour des raisons pratiques, mais il est tout à fait possible d'envisager que sur les fruits eux-mêmes ou sur les panneaux de prix ou sur les linéaires, il puisse y avoir également. Et ça pourrait être une demande d'ailleurs de la profession pour faire pression, de manière à ce que l'élargissement se fasse à ces produits, puisque pour l'instant on pénalise un peu les fruits et légumes dans le sens qu'ils ne sont pas étiquetés. Donc par rapport à d'autres produits, le consommateur n'a pas cette notion relative. Donc là, on a quand même eu ressenti sur beaucoup de points de la mise en œuvre, avec des mesures qui sont fortes, des différences de sensibilité. Mais je pense qu'au travers de ces propositions taxes, subventions, puisque là les fruits et légumes c'est plutôt subvention que taxe, le marketing des produits, la régulation du marketing qui empêche une communication forte sur les produits gras, sucrés, salés ou une information réelle du consommateur, les fruits et légumes seraient plutôt bénéficiaires de la mise en place de ces mesures. Et si vous permettez, juste un mot, c'est vrai que vous dites les producteurs pourraient demander, et nous les consommateurs, on vous appuiera sur le Nutri-Score sur les fruits et légumes, ça c'est sûr. C'est quelque chose que vous entendez, Bruno Dupont, et que vous pourriez mettre dans le plan de filière. Oui, bah, ça fait partie des axes, effectivement, on a tenu compte de l'ensemble des ateliers et puis de l'approche du consommateur, de la demande. Enfin, je vais le redire, enfin, nos métiers n'existent à l'amont, à l'aval, parce que les consommateurs s'orientent sur des produits nouveaux, sur une nouvelle recherche, effectivement de l'alimentation plus saine. Donc notre avenir, il est là. Donc après, c'est l'approche telle qu'on le fait, et puis Jacques Rouchaussé serait là, enfin, le président du CTFL, effectivement le dirait, puisqu'on s'est un peu positionné, et la presse le sait, parce que sur les milliards annoncés, on s'est positionné par exemple sur 1,2 milliard pour demain aller au devant, effectivement, et commencer à travailler sur ce que pourrait être un produit qui correspondent plus à la demande du consommateur, je dirais même à la limite au-delà du bio, comme a dit François. Le bio, je ne dirais pas que c'est dépassé, mais il faut peut-être encore aller voir plus loin. Enfin, il y aura encore une demande, je pense, supplémentaire. Plus on ira, plus il y aura une demande effectivement de traçabilité et d'alimentation saine. Donc nous, il faut travailler beaucoup en amont, parce que bon, on le sait dans cette salle, et voilà, avant de sortir une variété ou un produit, ça demande des années et des années de recherche. Je vais faire avec humour tant qu'on ne travaille pas avec les OGM, mais quelque part c'est ça, enfin, c'est aussi ça, cette réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné on n'est pas pénalisé avec d'autres pays qui ont d'autres moyens effectivement plus rapides d'obtenir ce qu'ils veulent. On a fait des choix, donc il faut les assumer, donc ça demande effectivement un certain temps pour permettre ces réalisations. Et du coup, ça demande du financement. C'est pas nous, acteurs professionnels, même si on en fait une partie. Là, ça fait partie, je pense, du rôle régalien. Il y a un schéma politique qui est donné pour une alimentation plus saine. Et il faut mettre aussi des billes sur la table pour qu'à un moment, nos chercheurs, l'innovation, la recherche, le pas de temps puisse être nécessaire. Et ça, c'est de l'argent. Donc ça, à un moment donné, quand il fallait être concret, et on l'a mis, bien sûr, parce que ça fait partie des choses qu'on demandera. Effectivement pour demain sur ces états généraux, et c'est clair. Ouais. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, je crois que le centre technique de recherche fruits et légumes, vous avez un budget de 20 millions d'euros. Et que finalement, si vous voulez développer, répondre à tous les objectifs qu'on vous demande, il vous faudrait 10 fois plus. Donc est-ce que vous pourriez avoir des moyens via le plan filière, et c'est 5 milliards d'euros, vous n'aurez pas les 5 milliards, mais... on a demandé 1,2 milliard, on est modeste quand même. 1,2 milliard. 1,2 milliard. Vous demandez 1,2 milliard. Oui, on s'est exprimé dès le départ là-dessus, parce que je pense que, après, il y a d'autres demandes qui seront faites par rapport, on l'a évoqué, même si tout ne tourne pas autour de l'argent, on l'a évoqué, une fois que vous avez un produit, il faut communiquer dessus, ça a été largement dit dans cette journée, c'est pas la peine de créer des choses si on ne communique pas dessus, et puis en même temps, informer, rassurer le consommateur, et puis je sais que ça nous est cher aux uns et aux autres, puisque là aussi, au lieu de réinventer l'eau chaude, puisque la LMA nous avait permis de communiquer sur des chaînes de grande diffusion publique, payées par nos impôts, au lieu de faire des messages souvent négatifs par rapport à un type de produit, pouvoir positiver et faire de la communication. Et là, il est peut-être parti, mais je ne vais pas faire de publicité, il serait content peut-être si, sur M6, où on a eu l'audace, nous, d'aller parler aux consommateurs à une heure de grande écoute et de dire ce que le consommateur attend. Effectivement, on a pris je prends juste un exemple, est-ce qu'on peut consommer une pomme avec la peau, la question, si on peut répondre en une minute un peu à des consommateurs sur des chaînes de grands, ça rassure.
Il faut avoir le courage aussi à un moment de s'exprimer sur des grandes chaînes et puis de dire des choses. Enfin, je pense que c'est ça notre challenge. Et bien ça, c'est du travail peut-être effectivement à l'État de nous accompagner, ce qu'on ne saurait pas faire parce que les chaînes de grande écoute, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Hein. Alors on a pris sur notre cotisation professionnelle et là j'en suis très content que la communication et que les professionnels aient choisi de mettre des millions sur la table pour aller communiquer devant des consommateurs. Mais est-ce que c'est à nous de le faire? C'est un peu une question que je me pose. Enfin voilà, c'est... La LMA aussi, vous avez imposé à la contractualisation. On a vu que finalement, ça c'était pas du tout applicable à la filière. Est-ce que vous avez des demandes aussi précises sur ce point? Des demandes au niveau des EGA. On y travaille, puisqu'on a été l'exemple même de la non-réalisation d'un projet politique. Voilà, au bout d'un moment, quand on est pragmatique dans la filière, qu'elle soit de tous les acteurs de l'interprofession, on n'est pas contre, mais on veut que ça fonctionne, mais que ce soit dans le sens que l'application de la loi ou d'une approche contractuelle soit réaliste. Et ça a été évoqué ce matin, on a un peu plus de 120 produits. Voilà, au bout d'un moment, c'est compliqué de travailler avec un axe avec autant de produits, mais il peut y avoir, je pense, nous, l'opportunité, c'est de pouvoir mettre dans la contractualisation qu'on engage le dialogue. Et après, c'est aux acteurs, on est sur des politiques de marché, c'est aux acteurs eux-mêmes peut-être de formaliser entre eux la fonction. Et nous, on peut aider l'interprofession à avoir ce dialogue. C'est ça qui est intéressant. Après, mes collègues le savent très bien, mon opérateur commercial, on est dans une grosse EP, le dialogue il se fait entre un acheteur et un vendeur, et c'est pas la loi qui fera des choses. Enfin, si vous entendez entre vous, parce que comme tu l'as dit, même si de temps en temps on est fort d'avoir faire des labels, vous devez obliger, faut vendre votre produit, quoi. On est dans des produits frais, donc la base de négociation souvent en termes de contractualisation, elle est beaucoup plus courte que dans des produits transformés. Voilà, à un moment c'est aussi une réalité économique qu'on vit au quotidien dans les fruits et légumes. Et ça, on essaye de faire passer le message en ce moment par rapport à d'autres filières. J'espère qu'on sera entendu. Merci. François. Je complète ce que dit Bruno, c'est que dans les EGA, il y a la préoccupation des producteurs d'avoir un meilleur revenu, il y a la préoccupation des consommateurs sur un meilleur produit, et ce qu'on a exprimé en fruits et légumes, c'est le fait qu'on est tout à fait en phase pour pouvoir faire mieux, mais que nous, ce qu'on a constaté, parce qu'on est une filière où nous n'avons pas de multinationales, si j'ose m'exprimer entre guillemets, qui gère le produit auprès du consommateur. Nous sommes une myriade de petites entreprises associées qui essayons d'avoir une logique commune au travers de différentes organisations. Ce qui nous a fait beaucoup défaut, c'est quand même le désengagement de la recherche financée par les pouvoirs publics. L'INRA s'est désengagé de tous ses programmes d'amélioration variétale depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Nous avions un CTFL qui essayait de coordonner certaines actions. Et en amont, si vous voulez, lorsqu'on nous demande de faire des cultures sans produits, notamment quand le ministre Le Foll a décidé d'arrêter le produit diméthoate qui est un insecticide, il a mis tous les producteurs dans l'impasse technique, c'est-à-dire que les mouches ont été allègrement sur les cerises pour détruire les produits. Donc on peut faire des cerises sans diméthoate, entre guillemets par exemple, mais il faut réinvestir dans des vergers qui sont des nouvelles variétés, protégés par des filets anti-insectes et qui permettront effectivement de cultiver, de produire et de récolter une cerise sans insecticides. Vous voyez ce que je veux dire? On peut trouver des alternatives. Simplement, il faut aider les professionnels à l'aider à l'investissement. Un verger d'un hectare de cerisier avec filet, c'est au bas mot 70 000 € par hectare. Donc vous comprenez que si on doit réformer les vergers et les réhabiliter sur des techniques nouvelles, alternatives, eh bien un très gros effort d'investissement de la part de la production. Donc est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à accompagner cet effort de la production vers des techniques alternatives? Le deuxième volet, sur les techniques de lutte contre les maladies, ça a été dit ce matin très bien par collaborateurs du CTFL, nous ne savons pas. Et le problème, c'est qu'on aimerait savoir. C'est-à-dire qu'il faudrait beaucoup plus d'ingénieurs qui soient capables de travailler dans la recherche pour nous donner des alternatives crédibles pour que nous, les acteurs économiques, on se mette en œuvre. Voilà. Et donc, ces moyens financiers sont aussi nécessaires pour cette adaptation future. Et c'est pour ça que nous sommes très sensibles à ce qui va se décider aux EGA. Merci. Vous posez une question à M. Andrieux. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes... C'est la précipitation du gouvernement de réagir. L'exemple du diméthoate est frappant. M. Le Foll avait décidé qu'en France, on utilise, avec certaines raisons,
le diméthoate. Bien évidemment, la profession a dit oui, mais si c'est autorisé ailleurs, concurrence déloyale. Qu'a fait M. Le Foll? Il a demandé tout simplement à l'Europe d'interdire dans tous les États membres l'utilisation du diméthoate. Un exemple, autre exemple plus récent encore, celui du glyphosate. C'est une question de 3 ou 5 ans. Franchement, depuis que le glyphosate est utilisé, est-ce que la petite marge de 2 ans entre 3 et 5 valait le coup que l'on se fasse mettre à l'index de la plupart des États membres européens? Et ça, quelque part, ça me gêne. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un... Je crois que M. Laffitte a fait des bonnes réponses. La question du temps est une question essentielle pour ces questions-là. Et on est sur un temps court, sur des exigences qui s'expriment de la part de la société civile, des consommateurs, qui se veulent immédiates. Et qu'il y a un vrai problème de raccrocher effectivement les délais là-dessus. Il y a un principe de réalité qui est là, qui doit s'exprimer. La question est ô combien pertinente et réelle, et c'est la question d'aujourd'hui quand même qui est posée. Elle a été posée clairement sur le glyphosate, je crois, de manière, je ne veux pas dire claire, mais un peu polémique et précipitée effectivement dans la manière de le poser. Mais on est là, et sur une question de temps et d'attente, le débat public est compliqué là-dessus aujourd'hui, sur des exigences et sur les EGA, on l'a vu aussi. L'état généraux de l'alimentation. Il y a des exigences. Aujourd'hui, tout de suite, on arrête, on fait... voilà, l'agronomie est une science qui est parfois rapide, mais qui exige quand même que le temps soit donné à la recherche et à l'expérimentation. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Michel Chabert, chercheur en nutrition, spécialiste du comportement alimentaire. Donc, merci à Serge tout à l'heure d'avoir insisté sur le mot plaisir. En tant que comportementaliste, je veux insister en effet sur le fait qu'il n'y aura pas de comportement alimentaire s'il n'y a pas un plaisir immédiat fourni par l'ingestion de l'aliment. C'est comme ça qu'on motive les comportements, c'est en promettant un plaisir immédiat. Nous sommes des animaux, il ne faut pas se cacher, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors non seulement il faut un plaisir immédiat apporté par l'aliment, et ensuite ça fonctionne mieux s'il est facile de s'approprier l'aliment et de le cuisiner, comme l'a dit Madame Allôme, merci. Et donc en fait, je pense que ce serait relativement simple de proposer aux consommateurs des petites fiches avec des petites recettes toutes simples qui seraient proposées soit dans les supermarchés, devant les étalages, soit dans les marchés, parce qu'un certain nombre de Français achètent leurs fruits et légumes dans les marchés, avec des toutes petites fiches, toutes simples, avec des recettes les plus simples possibles. Parce que ça existe. Ah ben, je suis désolée, moi je fais les courses tous les samedis matins dans des marchés, je n'ai pas de petites fiches sur aucun des étalages où je suis. Et je suis dans des marchés à Courbevoie. Voilà. Et voilà. Merci. Et j'ai travaillé en tant que chercheur à Bobigny. C'était une zone défavorisée. Et je peux vous dire que là, les jeunes et leurs parents ne savaient pas cuisiner les fruits et les légumes. Et pour eux, la seule réponse, c'était le McDo. S'il vous plaît. Ouais, merci. Maillard Agrosélection Fruits, je voudrais juste rebondir pour l'intérêt de la journée. Ça a été très très enrichissant. Mais je reste un petit peu sur ma faim et je voudrais quand même rassurer beaucoup de gens. Il y a des obtenteurs qui travaillent, qui font partie intégrante de la filière et qui n'en sont jamais nommés, qui passent des dizaines et des dizaines d'années à travailler. Vous avez, M. Dupont est parti, c'est bien dommage. Il a parlé du désengagement de l'INRA, mais il y a des entreprises privées qui travaillent au service du consommateur, qui sont en train de créer des fruits qui répondent à la praticité, à la saveur attendue par les consommateurs, et on y répond depuis plus de 20 ans. Et tout ça, ça répond, et je trouve dommage que dans les 14 familles de la filière que vous citez beaucoup, vous parlez de l'amont, vous parlez de l'aval,
Les obtenteurs sont partie intégrante et travaillent au service du consommateur et au service de l'ensemble de la filière. Alors si vous pouviez entendre ce message, c'est non pas à titre personnel que je le fais, mais je pense qu'en France notamment, vous avez d'excellents obtenteurs qui sont notamment, nous en ce qui nous concerne, pêche, nectarines, abricots, cerises, pommes. Et c'est vraiment un travail acharné de toute une vie. Et croyez-moi, on est à votre service. Et beaucoup, certains ont cité le dynamisme des Espagnols, qui savent justement vite intégrer ce genre de challenge. Ce serait vraiment dommage que la France passe à côté. Merci, c'était important de le souligner.